Le 5e chapitre, donc l'euro nous amène plus de croissance. C'est tout le discours qu'on a eu notamment avant Maastricht. Maintenant, ils ont un peu plus honte de le sortir. Il y a Monsieur Attali, vous savez, c'était le fameux débat de 1996, Attali face à Simone Veil, Marie-France Garot et Jean-Pierre Chevènement. Attali nous disait, lorsque le traité de Maastricht sera appliqué, il est évident qu'il y aura une très forte croissance qui en découlera. Car nous aurons un grand espace économique avec une monnaie unique, etc. etc. Ce débat, d'ailleurs, il était intéressant. Je vous invite à le revisionner parce qu'il y a... J'ai pas développé cette partie-là parce qu'il faut évidemment sélectionner, mais il y a un autre grand mythe, c'est la France qui aura une trop petite taille, petite population qui ne pourra rien faire dans l'économie mondiale. La France seule ne peut rien faire. C'est vrai que la 5e puissance économique du monde ne peut rien faire. Alors les 170 autres pays derrière, ils se font harakiri, ils arrêtent tout de suite. Mais la France seule ne peut rien faire. On vous dit la France ne peut rien faire. Dans ce débat, justement, il y a le grand argument de notre ami Attali qui est partout. Il nous dit... Mais regardez, si on ne s'allie pas avec l'Europe, la France est 1% de la population mondiale. Et il y a Marie-France Garot qui lui fait remarquer avec Malice, oui, enfin c'est ce que dit Valéry Giscard d'Estaing. Et il réinsiste là-dessus, parce qu'évidemment c'est des opposants politiques. Et oui, bah, là-dessus, Valéry Giscard d'Estaing avait raison. Et Chevènement lui dit, c'est ce que disait le maréchal Pétain. Et c'est là où il n'a pas tort, et c'est l'esprit un peu qu'on entend de la France trop petite, la France qui ne pourra rien faire seule. Les discours collabos de l'époque, etc., c'est pareil, la France, l'Allemagne de toute façon est trop puissante, la France seule ne peut rien, la seule solution c'est de s'allier. Évidemment, les deux périodes de l'histoire ne sont pas comparables, on n'est pas occupé, etc., mais c'est cette mentalité de la France seule qui ne pourrait rien, de la France qui ne serait rien sans l'Europe, on la retrouve dans tous les discours des européistes, on retrouve exactement cette même logique, et c'est très intéressant historiquement. Et Jacques Chirac, la même chose, juste avant l'introduction de la monnaie unique, qui nous disait « l'euro n'est pas une fin en soi, il signifiera pour nous plus de croissance, plus d'emplois, plus de pouvoir d'achat, plus d'échanges, une France plus forte », donc c'est tout le discours habituel. Même chose pour Valéry Giscard d'Estaing, vous voyez, on le retrouve. Si le traité est en application, une croissance économique plus forte, etc., etc., etc. Michel Sapin, c'est intéressant d'ailleurs, vous voyez, on est en 1992, il était ministre de l'économie. 23 ans plus tard, il est ministre de l'économie. C'est pour le renouvellement de l'élite politique. Michel Sapin, ministre de l'économie, il était déjà à l'époque, et il nous dit « J'aimerais convaincre chaque Français que le traité d'Union européenne se traduira en France par plus de croissance, plus d'emplois, plus de solidarité. » Donc là, il y a un peu de tout. Il y a à la fois la croissance, l'emploi, l'Europe sociale, la petite solidarité, ça ne mange pas de pain aussi. Il nous la donne. La réalité, si on regarde les chiffres, encore une fois, c'est la réalité face au dogme. Si on regarde les chiffres, ça c'est la croissance. Donc comme c'est la croissance, vous voyez, c'est en base 100 en 2007. Comme on est la croissance, la zone euro, c'est en jaune, c'est tout en bas. Nos croissances, on est tout en bas. Donc ça veut dire que c'est la plus faible zone de croissance économique du monde, la zone euro. Un exemple qui illustre, c'est 2013. Au niveau de l'échelle, c'est quoi? Plus vous êtes rouge, ça veut dire que si vous êtes en récession, vous êtes proche de la croissance zéro. Et à contrario, plus vous êtes en bleu, plus vous avez de croissance. Vous regardez qu'à part le Venezuela et l'Iran, tous les pays qui sont en rouge sont membres de la zone euro. Plus faible zone de croissance du monde. Mais évidemment, l'euro nous protège et l'euro nous amène plus de croissance. C'est bien connu et la réalité le montre. Ce qui a une influence sur la croissance, forcément, il y a le taux de change externe de l'euro. Là, on le voit, forcément, il a fluctué le taux de change externe de l'euro par rapport au dollar. Pourquoi? Parce que la grande majorité des échanges économiques au niveau mondial se font en dollars. Donc quand on compare la parité d'une monnaie, on le fait très souvent par rapport au dollar, puisque c'est un peu l'étalon au niveau mondial. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des périodes très distinctes. Entre 1999 et 2003, la parité était toujours inférieure au dollar. C'est-à-dire qu'on avait un euro plus faible que le dollar. De 2003 à 2008, l'euro s'est apprécié énormément pour atteindre 1 euro, 1,6 $. Vous voyez, c'est à peu près à ce niveau-là, l'euro ne cesse de grimper, Et de 2008 à 2013, l'euro
oscille autour d'une parité de 1 euro pour 1,30 $. Vous avez vu il n'y a pas longtemps, il y a la BCE qui a fait son fameux quantitative easing. Donc l'euro s'est un peu déprécié. Il était retombé autour de 1,06, mais on est déjà remonté. Vous verrez pourquoi, parce que fondamentalement, l'euro ne peut que s'apprécier sur le long terme. Donc là, il y a eu un effet où il a un tout petit peu descendu à 1,06. Maintenant, on est autour déjà de 1. Il a remonté, on est à 1,12, 1,13 à peu près maintenant. Ça veut dire quoi en fait? Une monnaie, plus elle est faible, plus elle est forte. Une monnaie, plus elle est faible, plus vous êtes compétitif à l'export, à l'extérieur, parce que c'est-à-dire que vos produits dans votre monnaie sont moins chers à l'extérieur. Donc forcément, ça a un impact sur les PIB, parce que dans le PIB, vous avez la consommation, vous avez l'investissement, vous avez les dépenses publiques, mais vous avez aussi le solde commercial. Les exportations moins les importations. Plus vous avez d'exportations, plus ça a un effet positif sur votre croissance. Donc on retrouve à peu près ces périodes, vous voyez, au niveau de la croissance. Quand on avait un euro très très faible, de 1999 à 2003, on avait une croissance en moyenne de 2,16%. De 2004 à 2008, avant la crise, on était à 1,4%, 1,44%, pardon. Et après, c'est un peu biaisé parce qu'il y a l'effet post-crise, donc l'euro a un peu baissé par rapport au niveau 2004-2008. Mais la croissance ne cesse de baisser, maintenant on est à 0,6%. Forcément, ça a un impact sur la croissance, comme je vous dis. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à le dire, l'UPR n'est pas le seul à le dire. Ça, c'est un article qui est tiré du Figaro. On disait qu'à l'époque, donc c'était à l'époque où l'euro, encore une fois, était à 1 euro pour 1,30 $. On disait que si la parité tombait à 1,10, ça amènerait 0,5% de croissance en plus pour la France. C'est quand même pas négligeable quand on est à 0,6% de moyenne. 0,5 en plus. Donc on voit très très bien que contrairement à des pseudo-économistes qui nous disent que la monnaie n'aura aucune influence, ce serait un voile, ça n'aura aucune influence sur l'économie, c'est absolument faux. Et évidemment, comme il y a ça on le verra tout à l'heure, les pays réagissent différemment à la fluctuation de leur taux de change. Ce même article nous dit que ce serait la France et l'Italie qui bénéficieraient le plus d'une dépréciation de l'euro. Il y a un autre point qui est intéressant quand on parle de l'Union européenne et de l'euro, c'est que c'est intéressant dans le même espace économique, c'est de comparer quand même les pays au sein de l'Union européenne qui ont adopté l'euro et ceux qui ne l'ont pas adopté. Et là, on regarde en base 100 en 1999, vous voyez forcément ceux qui ont le moins de croissance, c'est en bleu, c'est ceux qui sont dans la zone euro, et ceux qui ont le plus de croissance, c'est ceux qui sont hors de la zone euro. Vous voyez que la différence est quand même gigantesque. Donc en base 100 en 1999, on est à plus de 130, ça veut dire qu'il y a eu 32% tout cumulé au niveau des années de croissance, alors que dans l'autre cas, on est péniblement à 16-17. C'est du simple au double. Ça se retrouve aussi sur la balance commerciale, la parité d'une monnaie. Quand on avait un euro faible de 1999 à 2003, vous voyez que c'est les dernières années où la France avait une balance commerciale excédentaire. Maintenant, on est en train de battre année après année où ça se stabilise autour de 60 milliards. Les déficits commerciaux de la France n'ont jamais été aussi grands dans toute son histoire depuis qu'on a l'euro. Et donc là, on était encore en excédent jusqu'en 2003-2004. Et depuis où on a un euro qui est supérieur, qui est plus fort que le dollar, on a notre déficit commercial qui ne cesse de se creuser. Dans ces conditions, on pourrait dire que c'est qu'une question de taux de change. Il suffit de faire baisser le taux de change externe de l'euro. C'est ce que nous disait entre autres Arnaud Montebourg. Il disait nous devons faire baisser l'euro. Oui, c'est bien gentil. Il le déclare, ça ne mange pas de pain, très bien, il faut faire baisser l'euro. Monsieur Mélenchon disait la même chose, une interview à l'Humanité. Le problème, c'est pas l'euro en soi, c'est qu'il faut faire un autre euro, il faudrait qu'on fasse baisser l'euro. Sauf que vous ne pouvez pas faire baisser comme ça un taux de change. Le taux de change, in fine, évidemment, il y a des artifices type le quantitative easing ou autre qui est en train de faire la BCE, mais in fine, ça dépend de fondamentaux économiques, une monnaie, la parité d'une monnaie. Et vous ne pouvez pas déprécier facilement une monnaie d'une zone monétaire qui a un excédent commercial. C'est un des principaux facteurs de l'appréciation et de la dépréciation d'une monnaie, c'est si elle est justement en déficit ou en excédent commercial. Il y a 180 milliards d'euros d'excédent commercial pour la zone euro. C'est plus des 3/4, évidemment, c'est l'Allemagne. Une solution, ça pourrait être évidemment de baisser le taux d'intérêt, parce que si vous baissez le taux d'intérêt d'un pays, il y a moins de capitaux
qui vont vers ce pays-là, donc il y a moins de demandes de cette monnaie, il y a votre parité qui baisse, sauf qu'on est déjà à des taux d'intérêt très très bas, c'est une variable qu'on ne peut pas activer. Et enfin, même si le quantitative easing, ce n'est qu'un rachat finalement sur les marchés secondaires, si on regarde les statuts de la BCE, donc les fameux traités européens contre lesquels on ne peut rien faire, comme nous le disait M. Juncker, si on regarde l'article 127 du TFUE, si vous regardez les statuts, il est marqué à aucun moment que la BCE doit agir sur le taux de change de la monnaie. La seule mission de la BCE, c'est d'agir pour la stabilité des prix, c'est-à-dire de garder une inflation modérée. C'est le seul statut de la BCE. Et encore une fois, et surtout l'argument principal, et ce qui vous permettra de répondre à tous ceux qui vous disent le problème c'est pas l'euro, regardez, il y a des pays qui s'en sortent, qui ont l'euro et qui s'en sortent, typiquement l'Allemagne, on va toujours vous dire l'Allemagne. Mais c'est que l'euro implique de lui-même des déséquilibres intra-zone euro. Le fait de partager les mêmes monnaies n'est pas neutre, ne joue pas que vis-à-vis de l'extérieur, il joue forcément au sein de la zone euro. On va le voir très rapidement. On le voit d'ailleurs dans les chiffres, parce qu'en 2013, le déficit commercial français s'est élevé à 61 milliards d'euros, et les 2/3, c'était avec des pays de la zone euro. Donc même si on baisse l'euro, on peut améliorer le tiers du déficit vis-à-vis du reste du monde, mais ça ne changera rien concernant les 2/3 qui sont au sein de la zone euro. Pourquoi il y a des déséquilibres? C'est très simple à comprendre, c'est qu'avant, on va prendre l'exemple de la France et de l'Allemagne. Si chacun a sa propre monnaie, on voit bien qu'avant les déficits, visiblement, c'était très serré au niveau européen et quasiment pas de change. Pourquoi? Parce que si une année, l'Allemagne avait des excédents commerciaux vis-à-vis de la France, comme chacun avait sa monnaie nationale, l'Allemagne, vous voyez le mark s'apprécier par rapport au franc. Et quand le mark s'apprécie par rapport au franc, c'est-à-dire que les produits allemands deviennent relativement plus chers à l'export. Donc vous n'allez pas acheter forcément ce produit allemand, parce qu'il va devenir plus cher par exemple qu'un produit français. Et c'est tout l'idée du rééquilibrage quand chacun a sa propre monnaie. Quand chacun a sa propre monnaie, si vous accumulez des excédents, votre monnaie va s'apprécier et comme vos produits sont de plus en plus chers, ils ne vont pas s'exporter. Et ça, in fine, ça s'égalise. Vous voyez qu'historiquement, il y avait très très peu, ça part de 1980, il y avait très très peu de différence entre les pays parce que ça s'égalise. Or, si vous figez tout ça, un pays qui est plus compétitif naturellement comme l'Allemagne, il engrange les excédents commerciaux, il n'y a jamais ce rééquilibrage de la monnaie qui se fait. C'est-à-dire que le mark ne se réévalue pas et ce qui se passe, et ce que disent plusieurs économiques, c'est que l'économie, notamment l'industrie allemande, est en train d'exterminer ses partenaires de l'Union européenne et de la zone euro particulièrement, notamment la France et l'Italie, parce qu'il n'y a plus tout ce mécanisme de rééquilibrage. Avant, ce qui se passait, c'est que la lire, par exemple, et le franc se dépréciaient et on n'avait pas du tout ces différentiels au niveau des échanges commerciaux avec l'Allemagne. Donc c'est très important de le comprendre ça. Et ça met à bas tout l'argument bidon de dire, regardez, l'euro ça ne change absolument rien, il y a des pays qui s'en sortent forcément parce qu'il y a un pays qui est plus compétitif, de figer la monnaie, d'avoir la même monnaie, il va manger à chaque fois le pays qui est le moins compétitif. Au niveau de la production industrielle, c'est pareil, c'est flagrant. Vous voyez que effectivement, les périodes, ça évolue au même niveau. Il y a des périodes de boom, il y a des périodes de récession, mais chacun le partageait. Mais grosso modo, tout le monde allait au même rythme et sur la même tendance. Et on voit que depuis l'adoption de l'euro, il n'y a que des divergences. Finalement, les excédents de l'Allemagne sont les déficits des autres. Et ça, c'est seulement le fait de partager la même monnaie. Donc encore une fois, dire que la monnaie unique serait neutre et qu'il y a des pays qui s'en sortent bien parce qu'ils font des bonnes politiques et d'autres. Non, c'est qu'il y a des pays qui ont des structures économiques qui sont fondamentalement différentes, avec des compétitivités différentes. Alors vous pouvez avoir des invocations utiles, il faut produire comme l'Allemagne, il faudrait monter en gamme, mais c'est les processus, effectivement, c'est intéressant et c'est le but sur le long terme de monter en gamme. Mais c'est les processus qui prennent 20-30 ans, et en attendant, si vous gardez la même monnaie, votre industrie elle est morte et vous ne monterez jamais en gamme. Donc là, on voit au niveau de la production industrielle, c'est sur une échelle à partir de 2000, donc qui est moins sur la longue durée, et c'est encore plus criant l'excédent de l'Allemagne, qui est le déficit des autres pays. Pourquoi ça? On dit qu'il y a des pays plus ou moins compétitifs, ça se reflète entre autres au niveau de l'inflation, parce que plus vous avez d'inflation, c'est-à-dire que plus vos coûts augmentent et plus vous êtes cher. Et on voit très très bien qu'il n'y a pas le même degré d'inflation entre les pays dits du sud de l'Europe, typiquement la Grèce ici en jaune ou l'Espagne en rouge, et l'Allemagne,
qui est en noir en bas. Donc forcément, plus vous avez d'inflation et plus vos produits sont chers et moins vous êtes compétitif. On voit bien qu'il y a des fortes divergences qui se reflètent au niveau de la compétitivité. Si vous avez le taux de change, comme je vous dis, ça se rééquilibre par le taux de change. Si vous n'avez pas de taux de change, la seule façon de faire, vous ne pouvez pas faire de dévaluation externe, vous faites une dévaluation interne. C'est ce que la Commission recommande à la Grèce, à l'Espagne, au Portugal. Une dévaluation interne, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut baisser les salaires. C'est exactement la politique, vous verrez, qui est appliquée depuis la crise et qu'on fait appliquer, par exemple, on voit ici l'Irlande, la Grèce, le Portugal, l'Espagne, le coût unitaire du travail. On voit qu'on force ces pays-là à baisser les salaires. Effectivement, parce que si vous pouvez déprécier votre monnaie, vous vendez vos produits moins chers et la variable d'ajustement, c'est le salaire. La notion d'ailleurs de taux de change effectif réel est intéressante. Le taux de change effectif nominal, grosso modo, c'est votre taux de change pondéré par tous les échanges commerciaux que vous avez vis-à-vis du reste du monde. Et le taux de change effectif réel prend en compte d'autres indicateurs, type l'inflation et justement les coûts réels. Et on voit bien que ce taux cesse de monter, c'est-à-dire que la France est de moins en moins compétitive au niveau du taux de change s'il y avait un taux de change réel vis-à-vis de l'Allemagne. On voit que l'écart n'est que grandissant. Et ça, la seule façon de le résoudre, si vous ne dépréciez pas votre monnaie et que vous voulez rester dans la même zone monétaire avec l'Allemagne, c'est de baisser les salaires. On voit bien, historiquement, c'est-à-dire que la France ne se portait pas plus mal dans les années 70-80 qu'elle se porte maintenant. Et l'idée de dépression de monnaie que je vous ai dit, elle est criante sur ce graphique, c'est-à-dire qu'on est passé de 1 mark 1,5 francs en 70 à 1 mark 3,5 francs en 88. C'est-à-dire qu'en 18 ans, ça a plus que doublé la parité. Et la France ne se portait pas plus mal. Donc comme quoi le fétichisme d'une monnaie forte ne tient pas debout. Et surtout, cette courbe montre surtout l'hérésie des gens qui ont voulu fixer une même parité entre des pays fondamentalement si différents. Là, je vous parle de la France et de l'Allemagne, qui sont quand même relativement proches, mais vous voyez bien que pour survivre, l'économie française a besoin d'une dépréciation de sa monnaie vis-à-vis de l'Allemagne, mais imaginez entre l'Allemagne et la Grèce. La folie des concepteurs de l'euro est criante quand on regarde ce graphique. Il y a les compétitivités prix, il y a les compétitivités hors prix, c'est ce que je vous disais. Par exemple, on voit que la France, qu'est-ce que c'est l'élasticité prix? L'élasticité prix, grosso modo, plus vous êtes proche de 1, et ça veut dire que plus vos produits sont sensibles au taux de change de votre monnaie, au prix de votre monnaie. C'est-à-dire que vous vendez un produit qui vaut 100 €, s'il passe à 102 €, la demande va être très sensible, vous allez beaucoup moins le vendre. Alors que si vous êtes proche de 0, c'est-à-dire que c'est des produits qui sont très très peu sensibles aux variations de prix, donc aux variations de change. Et on voit très bien que l'Allemagne, qui est ici à 0,272, parce qu'ils sont beaucoup dans le haut de gamme, luxe, ils sont sur des machines à outils, souvent des marchés de niche, et finalement leur Mercedes, qu'ils la vendent 40 000 € ou 45 000 €, les gens ils l'achèteront quand même. Parce que c'est des pays qui ont une faible élasticité prix. A contrario, la France, on est à 0,8, donc on est très très proche de 1, c'est-à-dire que tous nos produits à l'export sont très sensibles au changement de prix. Donc c'est-à-dire qu'on aurait, effectivement, quand l'euro s'apprécie, nos produits se vendent de moins en moins finalement. Et c'est tout l'idée de compétitivité hors prix. Et c'est pour ça que les gens disent il n'y a qu'à faire comme l'Allemagne, il n'y a qu'à. Mais non, on n'a pas les mêmes structures économiques et ça se reflète très clairement dans l'élasticité prix. La France sont des produits souvent de moyenne gamme et qui sont fragiles vis-à-vis de la concurrence internationale, ce qui n'est pas du tout le cas de l'Allemagne.